la planète et les hommes ont besoin de repos. À la fois, quel est le sens de tout le combat ouvrier depuis le 19e siècle? C'est une libération du travail. C'est la libération du travail pour les enfants, d'abord. C'est ensuite, ça va être le dimanche chômé, sur lequel votre majorité revient. Ça va être la loi des 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Ça va être bien évidemment le samedi à l'anglaise. Ça va être les congés payés. Et ça va être surtout ce gros morceau qui est les retraites. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est le sens de ce que vous proposez, c'est d'aller encore vers un allongement, de réduire ce temps-là. Je voudrais dire que c'est non seulement un acquis ou un conquis social sur lequel on revient, mais c'est en plus un déjà là pour l'écologie qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'au burn-out des hommes, à la pression mise sur les hommes, répond le burn-out de la planète. Et qu'il faut, aujourd'hui, la planète et les hommes ont besoin de repos, et dire qu'on doit travailler moins, consommer moins, devrait être l'un des objectifs qui devrait être posé dans le cadre d'une réforme comme celui-là, dont on se demande quel est le sens. Quel est le sens de votre réforme? Quel est le sens de ce que vous proposez pour la société? On ne l'a toujours pas compris, alors que supposément c'est sur la table depuis 2 ans. Oui, je pense qu'il faut replacer cette réforme dans un contexte. Au début, on a Emmanuel Macron, président des riches, Robin des Bois à l'envers, et qui nous l'a fait façon brutale. Qui nous l'a fait suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, flat tax, exit tax. De l'autre côté, CSG pour les retraités, baisse des APL pour les locataires, suppression des emplois aidés. C'était franc, direct, massif, c'était à la demande de l'AFEP et du MEDEF, on comprenait. Et maintenant, il s'agit de poursuivre cette politique-là, mais sous des dehors plus retors, sous un habillage techniciste, pour que les gens se disent qu'on ne comprenne rien. Il y a une étude qui paraît ce matin, un papier du Monde, la politique économique d'Emmanuel Macron profite aux plus aisés. Oui, mais c'est pas nouveau, mais vous êtes habitués, vous. Et pardonnez-nous, nous ne sommes toujours pas habitués. Les 5% des ménages les plus riches ont récolté 4,5 milliards, tandis que les 5% les plus pauvres ont vu leurs revenus baisser de 240 €. 400 000 pauvres en plus en France en un an. Et c'est énoncé, et c'est le rapport avec votre réforme, concernant les retraités, le niveau de vie devrait se réduire. Oui, moi je crois que vous avez quand même besoin de sécuriser un peu votre projet, parce que il a déjà pris un gros tacle d'entrée par la plus haute juridiction. Il est quand même très très fragilisé sur le plan du droit. Il ne rassure pas, c'est pas simplement le Conseil d'État qui s'inquiète, hein. C'est quand même une grande partie de la société française. Et ici, de quoi s'agit-il? Des indicateurs qui permettent effectivement le pilotage. Or, rapidement, on va terminer avec votre histoire en pilotage automatique. Donc les indicateurs, c'est décisif. Donc moi, je suggère effectivement qu'on puisse soumettre au Conseil d'État ces décrets. C'est une logique de repli, hein, parce que nous, c'est pas comme ça que nous souhaiterions que les choses fonctionnent. Non seulement les grands principes qui viennent d'être évoqués sont très insuffisants et ne permettent pas réellement d'y voir clair sur les indicateurs au bout du compte, mais en plus, voilà, il paraît absolument impensable. Nous avons été dessaisis, le Parlement est dessaisi par les décrets, les ordonnances, etc., etc. Au moins, faites-les en Conseil d'État. La logique du système à points, elle a été posée par François Fillon dans la campagne présidentielle quand il disait le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue, ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points et de diminuer le niveau des pensions. Donc il nous faut des garde-fous. Il nous faut un maximum de garde-fous partout pour que ça devienne la baisse généralisée des pensions et le grand n'importe quoi. Quand on voit que le Conseil d'État, l'avis qui rend sur votre projet, que, y compris les intellectuels qui le soutenaient et qui étaient favorables au système par points, ils disent, vu comment c'est fait, c'est catastrophique, vous comprenez qu'on ait besoin d'un maximum de garde-fous partout pour s'assurer que ça ne devienne pas le grand bazar et le grand n'importe quoi. Parce que ce dont on parle, c'est quand même d'une des principales conquêtes sociales des Français au XXe siècle, qui a permis de diviser par 4 le niveau de pauvreté chez les personnes âgées. Et donc, là-dessus, ce que demande le camarade d'Aréville, c'est une espèce de base minimale qui devrait nous être accordée. C'est la première fois que les insoumis font le choix, en effet, de l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire de ralentir le débat, parce qu'on estime que c'est un débat qui est un débat essentiel, et que ça se fait aujourd'hui contre la volonté des Français, contre à peu près tout ce qui se passe dans la rue, et donc dans une volonté d'accompagnement de ça, en effet, on se fait ce choix-là. Monsieur le Président Woerth, vous savez très bien que
La droite l'a fait sur d'autres textes en d'autres temps. Moi, j'avais particulièrement étudié au début des années 80, le moment où on fait une loi de sortie de la concentration de la presse. Et à l'époque, c'est Toulon, Chirac et compagnie qui déposent des milliers d'amendements. Et c'est un débat qui dure pendant des semaines et des mois. Parce que normalement, sur un texte comme celui-là, sur un texte comme celui des retraites, ce n'est pas 2 semaines de commission, 2 semaines d'hémicycle qu'on devrait avoir. C'est le changement du contrat social pour l'ensemble des Français qui est remis en cause. Et là, on nous demande de faire ça en mode pressons-nous, pressons-nous, pressons-nous. Je veux dire, il y a une incohérence, et c'est pour cette raison qu'a été fait le choix en effet, de déposer 19 000 amendements et de les défendre. Cet après-midi paraît un article dans Marianne. Guy Bricout, député UDI, y est interrogé. On lui demande est-ce que c'est une majorité de Playmobil, comme dirait François Ruffin. Il répond les Playmobil, ce n'est pas ma génération, mais ce sont des automates, oui. En commission, il n'écoute même pas, il se contente de lever la main. Il a prononcé le mot automate. Et à vrai dire, je pense que c'est la réalité de ce qu'on peut ressentir. C'est-à-dire que sur un texte comme celui-là, on se dirait que la majorité doit être habitée par une foi, par une envie, par une conviction que, en effet, ça va bouleverser le contrat social français, mais c'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Et on n'entend pas les députés de la majorité en ce moment être habités par cette foi. C'est comme s'il y avait un mouvement... Merci, monsieur Ruffin. Je ne sais pas comment commencer mon argumentaire. Je ne sais pas ce qui est le mieux entre l'interpellation dynamique de M. Quatennens ou le fait de commencer l'interpellation par nous traiter d'automates. Sincèrement, je trouve ça profondément irrespectueux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve irrespectueux. Je crois que je vais m'engager à votre prochaine niche, la France Insoumise, à déposer un amendement pour chaque mot. Un amendement sur chaque mot. C'est bien qu'on retrouve de la sérénité, mais c'est bien qu'on acte le fait qu'on ne va pas tomber d'accord. D'ailleurs, je pense que moi, plus j'observe, plus j'écoute, plus je me dis qu'on ne représente pas les mêmes classes. On n'a pas les mêmes préoccupations de classe. Et que donc, du coup, y compris quand on exprime de la colère ici, on fait rentrer une colère qui n'est pas celle que vous entendez. Parce que quand vous êtes avec votre électorat, on vous dit des choses différentes que quand on est avec les nôtres. Et je ne donne pas de leçons en disant ça. Je le dis. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai le ventre tordu. Et donc, parce que je me dis, cette réforme, les gens qui ont la gueule cassée chez moi, qui ont les visages abîmés, qui ont les vies broyées, vont se trouver encore plus mal après la réforme qu'avant. Et donc ça m'exaspère, ça me met en colère. Et je me dis, mon rôle de représentant du peuple, c'est de faire rentrer cette colère-là ici. Et quand vous, l'OFCE vient de le dire, vous décidez de réserver votre politique aux 5% les plus riches, bah, j'imagine que quand vous les rencontrez, ils vous remercient et qu'ils vous encouragent à poursuivre. Et qu'au bout du compte, vous venez avec cette énergie-là dans la commission des affaires sociales. Au bout du compte, ça s'appelle la démocratie. Vous vous appuyez, monsieur le ministre, sur l'étude d'impact. Le Conseil d'État l'a jugé insincère. Nous, on dit truqué. Bon. Mais y compris celui qui a porté sur les fonds baptismaux cette réforme, l'économiste Antoine Bozio, celui qui a enthousiasmé l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, puisque un homme a été convaincu Emmanuel Macron, il faut que maintenant le pays entier se mette au régime du système à points, y compris cet homme, cet économiste Antoine Bozio, publie une tribune ce matin dans Le Monde où il dit l'inutilité des cas types qui nous sont présentés, le caractère très incertain des projections, qu'il n'y a pas de trace de la révalorisation de carrière dans ce document. Bref, il met à mal
très à mal cette étude d'impact. Et je voulais également, moi aussi, citer quelques éléments intéressants de cet article du Monde. Donc, M. Bozio dit également, je cite, page 27 aujourd'hui, « Les gains de pension vont aux plus faibles pensions, tandis que les effets sont neutres pour les 50% des plus hautes pensions. » Truquer une étude d'impact ou la rendre insincère, c'est une chose. Truquer une tribune du Monde, c'en est une autre, puisque la tribune du Monde, signée par Antoine Bozio, qui était l'inspirateur de cette réforme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, quand elle dit la moitié du haut, ça va être neutre pour elle, la moitié du bas, elle va y gagner. Mais elle dit, ça c'est dans l'étude d'impact. Et elle dit, c'est quand même, il dit, c'est quand même bizarre, comment on va faire ça en baissant la part des retraites dans le PIB? Et il dit, la réponse, elle est en filigrane dans l'étude d'impact, elle n'est pas affirmée comme telle, mais c'est en relevant l'âge de la retraite. C'est comme ça qu'il le présente. Il dit, voilà, il va y avoir une hausse de l'âge de la retraite. Et là, M. Bozio se dit, mais du coup, on ne compte pas ce qui va se passer avec la hausse de l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de salariés qui ne vont pas réussir à aller jusqu'au moment de la retraite. Et c'est déjà ce qui se passe depuis 10 ans avec le relèvement des seuils de la retraite, puisqu'il y a une étude qui a été rendue par la Cour des comptes et qui dit qu'on a une hausse du RSA pour les plus de 60 ans de 157% en 10 ans. Ça veut dire que les gens ne parviennent d'ores et déjà plus aujourd'hui à aller jusqu'à la retraite. Vous prétendez dans cette alinéa assurer un niveau de vie satisfaisant pour les retraités. Je me demande comment vous allez faire, parce qu'il y a une espèce de quadrature du cercle qu'il va falloir nous expliquer. D'un côté, on sait qu'il va y avoir des centaines de milliers de retraités supplémentaires, et d'un autre côté, votre objectif est de faire baisser la part des retraites dans le produit intérieur brut. On est aujourd'hui aux alentours de 14%, 13,8% exactement. Vous envisagez de le faire baisser à 13%. Comment on va réussir à assurer un niveau de vie satisfaisant aux retraités en diminuant la part du PIB, alors qu'il va y en avoir plus qui vont le recevoir? Il y a juste là un problème de logique mathématique qu'il va falloir que vous nous expliquiez de manière assez simple. L'amendement proposé est de supprimer l'alinéa 7, que je vais prendre le temps de lire. On supprime un objectif de garantie d'un niveau de vie satisfaisant aux retraités. Donc, je ne conteste pas le droit à l'amendement individuel, je ne conteste pas le droit à répéter les amendements individuels, mais je crois qu'on détourne profondément le fonctionnement de cette Assemblée, qu'on abîme le rôle du Parlement, qu'on empêche les autres oppositions de s'exprimer. Et je me suis fait la réflexion quand M. Woerth a demandé s'il y avait une volonté cachée du gouvernement d'empêcher que les débats arrivent jusqu'au bout. Alors, à moins qu'il y ait l'hypothèse que le gouvernement ait négocié avec la France insoumise pour empêcher les débats, ce qui serait très original, voilà, voilà. Donc, mais je vais mener mon enquête de ce point de vue-là. Mais je trouve sincèrement que par rapport aux difficultés que rencontrent un certain nombre de retraités, par rapport aux difficultés que rencontreront assurément bon nombre de retraités, je crois qu'on n'est pas à la hauteur. Peut-être que nos propositions ne conviennent pas, peut-être que dans votre analyse, elles ne sont pas les bonnes, mais je crois qu'on a un intérêt à travailler ensemble plutôt que d'être sur la punchline où on supprime un objectif et on discute à l'infini, où on empêche un certain nombre d'idées de progresser et peut-être de nous faire amender nos textes. Donc défavorable, et je serai systématiquement défavorable à vos prochaines prises d'intervention sur ce sujet-là. Je veux venir à un autre point. Un point qui, moi, me blesse quand j'entends dans vos propos que, ici, par notre attitude, nous abîmerions le Parlement, que nous ne travaillerions pas avec sérieux, que nous atteindrions à la dignité ou à la crédibilité de l'Assemblée nationale. Je trouve que de votre part, c'est fort de culot. Non seulement parce qu'il y a une étude d'impact dont le Conseil d'État a montré qu'elle était bidon, qu'on a un texte à trous avec des ordonnances, qu'on doit étudier plus de 1000 pages en procédure accélérée, c'est une chose. Mais c'est quand même la Commission des affaires sociales qui était en charge du texte sur le deuil des enfants. Oui, oui, ça fait moins d'une semaine que c'est passé dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les S'il vous plaît, monsieur, vous revenez au texte et à l'amendement. Non, je suis dans le texte. Non, pas comment on étudie ce texte? Comment on l'étudie? Est-ce qu'on l'étudie en faisant... je veux dire que l'attitude crédible, elle est de notre côté. Le travail, il est de notre côté. Et ce qui abîme le plus le Parlement, c'est quand il y a des votes qui sont des votes de godillots. C'est ça qui abîme le Parlement. Merci, monsieur.
Merci, monsieur. Alors, s'il vous plaît, monsieur Thierry Michels. Oh, non, je n'ai pas terminé, Madame la Présidente. Je n'ai pas terminé. Parce que excusez-moi, je vais suspendre la séance 5 minutes.